Aujourd'hui, on va voir un peu le flacon. Flacon, c'est quoi? C'est plutôt Flask. Flask utilisé énormément via du Python dans le développement web. Donc, petite intro qui n'est pas la mienne, je ne fais que vous lire ce que vous avez sous les yeux. Donc, dans cette salle, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer un peu de voir les frameworks, les quadriciels, comme on dit en bon français. Python, ok? Donc l'apprentissage de Python, je vous l'ai toujours dit, ça peut être extrêmement utile pour les pentesters, hein, quand on va faire du test d'intrusion. Et il est important de comprendre également le langage Python, et également les quadriciels, les frameworks qui gravitent autour de Python. Ok? C'est la clé du succès. Donc Flask, c'est quoi? C'est un micro-framework, ok, web, qui a été créé en langage Python. Il est classé comme un micro-framework car il ne nécessite pas d'outils ou de bibliothèque particulière. Il n'y a pas de couche d'abstraction, de base de données, de validation de formulaire ou de tout autre composant dans lequel les bibliothèques tierces préexistantes fournissent des fonctions communes. Cependant, Flask prend en charge les extensions qui peuvent ajouter des fonctionnalités d'application comme si elles étaient implantées dans Flask, ok, lui-même, entre guillemets, mal traduit. Des extensions existent pour les mappeurs relationnels objets, hein, les validations de formulaires, les gestionnaires de téléchargement et diverses technologies d'authentification, ok, et plusieurs autres outils qui sont communs, qui sont liés au framework. Pour être bref, Flask ne nécessite pas beaucoup de travail de votre part pour être codé et déployé en quelques minutes. Ok? Donc là, on va voir un petit peu comment on peut utiliser Flask. On a vu Django brièvement. Encore une fois, je suis pas là pour prétendre vous apprendre Django et Flask. Il va falloir creuser, mais vous verrez que dans le monde de l'open source, ok, eh ben, c'est extrêmement utilisé. Ok? Donc on va avoir Flask aujourd'hui. On va voir qu'il y a des scripts qu'on peut utiliser. Ouais, on va les utiliser. On va peut-être les récupérer. Je vais me l'ouvrir. On va le garder sous la main et on va voir notre introduction. Donc les principes de l'installation et du déploiement. Donc voyons ça ensemble. Ok, je vous ai toujours dit quand on veut installer un module des librairies euh, ou un framework pour Python, eh ben, on utilise pip. D'abord, au début, les prémices, on utilisait pip en langage Python 1 et 2. Maintenant, on est en Python 3. Donc, on utilise pip 3 pour installer quoi? Flask. Là, c'est la commande que vous avez sous les yeux. On va le faire ensemble. Vérifier. Ok. Je repars sur une VM. Je vais faire sudo pip 3 install dyslexique. Flask. Vous attendez un peu, il va vous installer les modules, les librairies, les dépendances. Ok, déjà satisfait. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté? Revenons. Après quelques secondes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour utiliser Flask. Là, moi, en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, eh ben, les librairies, les modules, Flask est déjà installé. Ok? Donc, on va créer un répertoire séparé pour notre projet, notre POC, ok, notre projet de démonstration, et on va démarrer un environnement virtuel, ok. Donc, on a ce qu'on appelle le virtual end, ok, ce qui est environnement virtuel, comme vous l'avez compris, et les environnements virtuels, en fait, ce sont des groupes indépendants de bibliothèques Python, hein, pour chaque projet. Et les packages installés pour un projet n'affecteront pas les autres projets ou les packages du système d'exploitation. Alors, très souvent, jamais j'utilise les environnements virtuels. Pourtant, je le devrais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'environnement virtuel va vous permettre de vous affranchir des contraintes inhérentes à votre architecture.
je développe ma pensée. Vous savez qu'en programmation, quand vous développez, quand vous codez, eh ben, il y a des problèmes inhérents d'architecture, il y a des problèmes inhérents de dépendance, ok? Et ça empêche bah, la livraison ou l'exploitation d'un programme, ok? On va essayer de l'utiliser et là, qu'est-ce que va nous dire l'interpréteur Python? Il va nous dire, ah ouais, t'es en Python 3, moi, je voulais du Python 2, ou t'es en Python 2, je voulais du Python 1. Vous voyez où je veux en venir. Le principe d'environnement virtuel va nous permettre de nous affranchir de toutes ces contraintes, en théorie. Ok? Donc, ça veut dire qu'un programme qui a été codé il y a 10 ans en Python, eh ben, c'est pas grave. Je le lance dans un environnement virtuel, malgré que moi, j'ai que Python 3 qui soit livré sur ma VM, sur ma machine, sur mon Linux, mon Debian, mon Kali Linux, mon ParrotOS, ou peu importe ce que vous utilisez, eh ben, ça va nous faciliter le travail. Ok? On n'aura pas à aller récupérer les dépendances, s'assurer qu'il y a aucun conflit. Donc c'est bah, ce que vous avez sous les yeux, mais moi là, plutôt clair, je préfère vous parler de ça. Donc Python 3, il est livré avec le module Venv, Virtual Environment, ok? Qui permet de créer quoi? Bah, des environnements virtuels, comme son nom l'indique. Donc, on va vérifier qu'on a bien Virtual Env. Qu'est-ce que je fais? Je relance ma commande. Voilà. Là, je lui dis quoi? Virtual Env. Il télécharge le bazar, là. Peut-être un peu dézoomé. Je suis un petit peu. Donc voilà, il récupère les dépendances, on est bien. Revenons à nos moutons. Voilà, tu peux dégager. Donc sous Linux, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un répertoire avec la commande mkdir. Là, en l'occurrence, l'arborescence s'appelle myProject. Je vais faire un cd myProject pour aller dans l'arborescence myProject que je viens de créer avec mkdir. Ok, make directory. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Interpréteur Python 3. Donc, j'appelle l'interpréteur Python 3-m venv. Alors, comment vous expliquer? On va demander à venv, hein, à Virtual Environment, de quoi? De créer un nouveau environnement virtuel qui va s'appeler quoi? Là, dans notre exemple, venv. V-E-N-V. Donc après quelques secondes, on aura de quoi utiliser Flask. Parfait. J'ai mon CD app. Ok, je vais faire un sudo git clone. Je vais prendre les exemples. Euh, Flask. Ok. Ça il kiffe pas, c'est normal. Comment ça? Sudo git clone https exemple Flask. Dépôt git mix. Il aura conclu. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le fameux Hello World P, ok, qui va nous afficher Hello World. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc sudo, on a un problème encore une fois de dépendance. Install, Python 3, je sais pas, l'environnement virtuel. Je pensais l'avoir installé. On va l'installer, c'est pas grave. Donc, je relance ma commande. Là, ça va créer un environnement virtuel qui s'appelle Venv, Virtual Environment, comme vous l'avez compris.
Donc maintenant, on va créer, définir un fichier Flask, c'est-à-dire un script qui va contenir le code du Flask, du Flascon, du Flask, et créer un fichier avec un nom de notre choix et exécuter la commande suivante en fonction de notre système. Donc on va faire un export, on va voir. Je me pose la question, est-ce que je l'ai installé? Si, je pense que c'est bon. Je crois que tout est en majuscule. Égal. Ah, hello world. Point Python. Ok. Export. Casser les couilles. Ah, c'est quoi ce truc? Sudo. Donc on l'a configuré. Favicon, hello char. Hello try avec me. Donc ça fonctionne bien. Donc là on est bien, on voit comment on a configuré. Il nous faut quelques dépendances, ok, on est d'accord. Et on voit que l'application Flask, elle tourne localement, ok, hein, sur notre machine. De quelle variable d'environnement devons-nous modifier pour exécuter Flask? Eh ben, le Flask RP, modifié, on lui a dit quoi? On lui a dit, écoute, Flask AP est égal à, là, hello.py. Et le script Python était présent sur ma machine. Maintenant, on va voir un petit peu la syntaxe et le routage de base, ok? Donc hello world, on a quoi? From Flask import Flask, ok? Donc de la librairie Flask, tu importes le module Flask, app, déclaration de variable qui s'appelle app, ok? Et on lui dit Flask name, ok? On va lui donner un nom. Après, à partir de cette variable app, on utilise la méthode root. On définit qu'est-ce qu'on veut. On veut notre hello world, ok? Et on fait un return. Et qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche notre, ah putain, ça affiche notre hello try avec me. Pourquoi? Tout simplement parce que euh, LF cut hello world. Ok? Def hello world, fonction return hello try avec me. Route à partir de la racine. Et ben c'est bien ce qu'on a ça à partir de la racine. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous affiche, il nous fait un return, il nous dit try avec me. Et pourquoi? Parce que le système, enfin le script s'appelle hello world. Donc là, pas bien compliqué. Euh, ensuite, donc comme on peut le voir, nous avons d'abord importé la bibliothèque Flask, puis défini une application variable comme un projet Flask. Ensuite, on affecte une fonction hello world à l'adresse racine, root, de la page web. Ok, c'est l'app.root. L'application doit donc afficher hello try acme, ok, sur le site qui est déployé. Et là, en effet, on peut le voir, on voit que ça fonctionne. Vous avez peut-être remarqué qu'à la ligne 4, on utilise la méthode root, ok? Une déclaration de variable app et on lui applique la méthode qui s'appelle root. Dans Flask, ça nous permet de créer en fait différentes pages et d'URL de façon dynamique. Faites simplement quelques changements dans le code et vous pouvez ajouter une nouvelle page à notre application. Qu'est-ce qu'on fait? On définit deux routes. La première à la racine. Et ça affiche quoi? Home page, ok? C'est la page principale. Ensuite, on peut faire une deuxième, hein? Donc def
home, fonction admin. Utiliser même méthode qui est utilisée, qui est définie par notre variable app qui est déclarée. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, on lui dit à la racine, tu vas nous afficher homepage et slash admin au niveau du serveur, eh ben, ça devient admin page. OK? Donc, on peut tester, on va le faire, on va pas se prendre la tête. On va venir éditer ça. Donc, sudo, non, hello world. Qu'est-ce qu'on lui dit? App route, pas de problème. Hello world, racine. Ouais. On va lui dire, euh, donc, homepage. Return. Ok. Sort de là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah, on va continuer. On a vu qu'il y en a deux cas. On a quoi? On a soit le homepage, soit on a euh, notre admin page. Et ok, là on est bien. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ouais, ok, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, ma méthode. Une nouvelle route. Et là, cette fois-ci, c'est où? Bah, c'est dans admin. On va mettre une majuscule. Ok. Et je ferme. Ok. On est reparti. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelle est la différence majeure? Eh ben, on a créé dynamiquement, dynamiquement, on a créé deux pages. Plus sérieusement. On a créé quoi? Qu'est-ce que tu mets? Je m'en bats les couilles d'Amazon. Va te faire niquer avec tes GAFAM de merde. Ok, ça c'est ma page. C'est pas ça que je voulais. Et tu veux une majuscule. Admin page. Et sinon, à la racine, home page. Bah, ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on lui a dit là. Ok? Donc, vous voyez comment on peut facilement modifier et bah, c'est extrêmement facile, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en informatique. Regardez, la preuve en est, je le fais. Donc, quel est le port de déploiement par défaut? Moi, je dirais 100 000, si vous avez bien regardé. Attention, il y a un piège. Est-il possible de changer ce port? Bah oui, tout à fait, hein. On va rester sur le port 5000. OK? Et comment je peux changer ce port? Bah via le tiret P, le flag. OK? Donc, si j'ai un doute, je reviens. Donc, comment je peux faire ça? C'est une très bonne question. Une excellente question. Donc, on voit qu'on peut exporter, qu'on peut faire plein de choses. Et je pense qu'on peut utiliser un entier en fait au niveau du port, hein. Et c'est quoi? C'est the port to bind to. Ok? On va lier un port à quoi? Eh ben, à ce qu'on veut. Je recommence. P, vous le verrez tout le temps. De toute façon, vous le connaissez par cœur. À la limite, euh, on va pas se prendre la tête. Je vais dire quoi? On va grep. On va pas se prendre la tête. Je veux quoi? Je veux porte. Mhm. Super intéressant. Je suis trop con. Excusez-moi. Ah, the port to bind to. Donc, on a le tiret P. Donc, je peux tout à fait changer ça. Je lui dis quoi? Je lui dis P 666. OK? Là, eh ben, il vient d'ouvrir sur le port 666. OK? Donc, là, si je vais sur mon localhost 5000, ça marche plus. On est d'accord. Par contre, si je lui donne
666, c'est magnifique, ça marche. Putain, c'est excellent. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple, il y a vraiment rien de compliqué. Ok? Maintenant, on va voir les méthodes HTTP en fait, hein, et le rendu au niveau des templates. Je pense. Je pense, donc je suis. Alors, ok, méthode HTTP, rendu des modèles. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme vous le savez peut-être déjà, les applications web utilisent différentes méthodes HTTP pour accéder aux URL. Hein, en PHP, mais putain, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pas que. Du get et du post. Ok, deux méthodes, mais qu'on utilise sans le savoir en fait. Donc, par défaut, on a une route, ok, comme on dit en anglais. Donc, je vous réfère au routage de base, hein, qu'on vient de voir qui ne répond qu'aux requêtes get. Mais, eh ben, on peut facilement utiliser l'argument method, dans route, dans la fonction route, pour gérer différentes méthodes HTTP. Ok? Si je veux me connecter à un formulaire, à une mire de connexion et tout ça, vous savez que on ira requêter non pas via la méthode get, mais par la méthode post. Ok? On peut le faire autrement, mais très courant. Ok? Login, méthode get, post. Ok? Vous pouvez choisir. Soit vous le passez en paramètre, dans l'URL, ok, en get, soit, généralement, plus sobrement, on utilise du post. P-O-S-T. Donc, si on regarde la ligne 9, celle-ci là, que je viens de vous montrer, eh ben, on voit qu'on sépare les méthodes HTTP en deux. Soit get, soit post. Afin d'indiquer à Flask, bah, tout simplement comment les gérer. À l'intérieur de notre fonction, def login, fonction login, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on va faire en sorte que Python réponde différemment à une requête get ou post entrante. Dans ce cas, on a quoi? Eh ben, dans ce cas, on a une requête post qui invoquerait une fonction do the login. Et tout le reste, on appellerait une autre show the login form. OK? Donc, connecte-toi, fais le login et montre-moi le formulaire de login. AKA, je crois que ça s'appelle une mire de connexion. Je crois, hein. Je suis pas informaticien, donc mire de connexion. Ouais, je crois que c'est une mire de connexion. Ok, j'étais pas sûr. Donc, désormais, bah, vous voyez que Flask vous simplifie la vie en créant une fonction, pardon, de rendu de modèle dans Flask. Cela permet à Flask de rendre automatiquement les fichiers HTML dans un site web, ce qui facilite leur manipulation. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va créer un template. Ok? On va utiliser un module de la librairie Flask et on importe le module qui s'appelle render underscore template. Qu'est-ce que je fais? Je continue à utiliser ma méthode route sur ma variable déclarée qui s'appelle app. Je lui dis quoi? Ben, je lui dis, écoute, slash à la racine du serveur rendered. OK? Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais une nouvelle fonction. Je définis ma fonction qui s'appelle hello. Elle prend quoi en paramètre? Elle prend name, OK? Et donc les valeurs. Name égale none. Là, on fait quoi? On fait un return. Return sur render template. Pourquoi? Parce qu'on vient d'importer render template. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, tu sais quoi? Tu m'affiches template.html et tu me prends la variable que je viens de te déclarer dans ma def. OK? Et c'était quoi? C'était name égale à none. Et là, name est égal à name. OK? Et ensuite, tu me charges ce code, ce snippet HTML. Ça, c'est mon explication. Regardez la capture d'écran ci-dessus et voyez à quel point c'est facile. Ajoutez simplement une fonction renderTemplate et vous obtiendrez le résultat souhaité. J'ai également mis un petit exemple HTML à insérer dans template.html, juste pour essayer. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est extrêmement simple. On a un doctype en HTML, on a notre title balisé et on a notre H1, ok? Qui nous affiche quoi? Hello, again, try avec me. Donc on voit que c'est extrêmement simple. Est-ce que Flask prend en charge les requêtes post? Bah oui, il prend les requêtes post et il prend les requêtes get. Ça tombe bien. Ouais. Hein?
Yeah! Tu veux que je te le dise à la... Yeah? Oh yeah! Ah, tu veux du HTML? Mais c'est du balisage. Ah ouais. Langage de démarquage. Eh, tu te démarques à mort. Ok, bon, bref, passons. Téléchargement de fichiers. Donc, de fichiers. Flask nous facilite également la gestion des fichiers téléchargés. Nous pouvons accéder à ces fichiers en examinant les attributs, ce qu'on appelle attribute file, ok? Et on va voir l'objet de la requête. Sur chaque fichier téléchargé et stocké, dans de quoi une word list. Est-ce que ça se comporte comme un objet fichier Python standard? Mais il dispose également d'une méthode save, ok, qui vous permet de stocker ce fichier sur les systèmes de fichiers du serveur. Il est important de comprendre que vous aurez besoin d'une petite page HTML avec un formulaire de téléchargement pour que cela fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, pareil, on importe, ok. On voit qu'on a un deuxième import, deuxième librairie, et là, c'est Fairtalk Utils, ok. Et module secure underscore filename. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis upload, méthode get post, def upload, fonction if request méthode est égal à post. Eh ben, on fait un request file, ok. Grâce à ça, l'importation bah le fichier en question et tu me fais quoi? Tu me fais un save et tu l'enregistres à la racine du serveur Apache Tomcat qui est présente dans var www upload, ok? Et tu lui donnes un nom sécurisé, secure file name, ok? Et tu reprends ce qu'on t'a donné initialement. C'est quoi? C'est le file file name. Request method post f, ok? F point file name. Secure file. Donc, c'est ainsi que vous pouvez facilement créer une page de téléchargement. À la racine, on aura quoi? Notre arborescence upload et grâce à l'aide de Flask, on attend que la requête post soit appelée, puis utilise une fonction de sauvegarde spéciale pour placer ces fichiers quelque part sur le système. Vous pouvez modifier l'emplacement comme vous le souhaitez. Assurez-vous cependant de ne pas oublier de définir notre attribut. Notre attribut, il est où? Eh ben, c'est le fameux form data, et c'est pas multipart. En bon anglais, c'est, oh, j'aurais dit multiform. Ok. C'est le type multipart form data. Ok. Au niveau, bah, de notre balise HTML. Pour que le fou, pour que notre formulaire HTML fonctionne. Ok. Sinon, bah, le navigateur va pas transmettre nos fichiers. Ok. Super. Donc à ce stade, on voit que Flask, ben, c'est un super quadriciel. Pour les jeunes développeurs, c'est un excellent outil, mais malheureusement, bah, comme tout, si jamais il y a une mauvaise configuration, bah, ça peut entraîner de graves conséquences au niveau de la sécurité. Une vulnérabilité majeure a été trouvée dans le rendu des modèles de Flask. Ça tombe bien. Pourquoi? Bah, parce que on a vu comment implémenter ça. Render template. Maintenant, on va voir quoi? Comment abuser des render templates dans un serveur mal configuré qui utiliserait Flask. Ok? Ça va être notre capture de flag. On va voir comment créer un payload, comment abuser de tout ça. Euh, je reviens, pardon, je suis en train de me perdre. Donc, on va voir comment injecter une LFI. euh, et donc, bah, une vulnérabilité majeure, comme je vous le disais, euh, dans le rendu de modèle de Flask. Le moteur de modèle fourni dans le cadre de Flask peut permettre aux développeurs d'introduire des vulnérabilités d'injection côté serveur, ce qu'on appelle des SSTI. SSTI. Un attaquant peut exécuter du code dans le contexte du serveur. C'est plutôt côté back-end, en fait, ce qu'ils veulent dire. Et dans certains cas, cela peut conduire à une exécution complète de code à distance, la fameuse RCE, Remote Code Execution. Qu'est-ce que cherche le hacker? Une RCE. C'est du pain béni pour nous. Donc,
Dans cet exercice, on va jeter un coup d'œil à, naturellement, un serveur qui a été mal configuré. Le code, déjà, à la base, a un problème de misconfiguration, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de mauvaise configuration. OK? Et on va voir comment nous, hackers, on va pouvoir l'exploiter pour faire quoi? Une inclusion de fichiers local, aka LFI, Local File Inclusion. OK? Donc là, on a le snippet, le code vulnérable, ok, enfin quoi? Injection, flacon, via quoi? Bah via son modèle. Et le modèle, c'est quoi? C'est le modèle de template, ok? Le rendu de modèle qui est faillible si jamais la syntaxe, eh ben, ce type de syntaxe, hein, donc 1, 2, 3, est utilisé. Donc on va voir comment exploiter ça, hein. On va pas tourner trop longtemps autour du pot, j'ai envie de dire. Et on va voir comment récupérer le mot de passe de l'utilisateur et comment abuser de cette faille de sécurité, de ce code vulnérable. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le snippet, on va se l'injecter sur notre machine, on va le charger sur notre serveur via Flask et je vais voir comment ça réagit. OK? Donc, j'édite le template rendering. Ça, c'est l'initial, ok, hein. Et y a rien de bien fameux en fait, hein. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On va injecter notre snippet. Ok, on a dit, écoute, y a pas de problème. D'accord, c'est cool. Je peux même pas le copier-coller. Vous êtes super cool, hein. Super cool. Vous êtes des gens géniaux. Euh, ok, ils ont décidé de nous emmerder. Alors, c'est pas grave, après on va tout rééditer, sentir unique, merde, bien profond. Donc, from Flask, import, render template, oui, mais il n'y a pas que. On va faire la totale. Donc là, je repars de zéro. Ok, je recommence au niveau de l'import. On a le render template, très très bien. Il nous faut Flask. J'ai besoin de quoi encore? J'ai besoin de faire des requêtes réseau. Ok, on a notre render template. Celui-là, on va le laisser tranquille, gentiment. Et on a besoin du string. Ok. Là, on est pas mal. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux? Je déclare mon app. Mon app, et déclare ce que tu veux. Co, Coco. Donc, méthode, on déclare notre route. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah tiens, vulnérabilité, pas bien. Ok. Qu'est-ce que je veux? Bah, faut que je la définisse. Je lui dis quoi? Bienvenue, la SSTI, comme on a vu, super fonction, quoi? Je déclare notre variable. On a vu personne. Personne est égal. Hop, j'ouvre. Allez. Ok, name, notre clé. Hop, elle est égale à quoi? Ah, hacker, THM. Je reprends l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, hein, tout simplement. Je suis pas en train de me prendre la tête. Ça serait. Là, il nous a dit 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, ça sera très bien pour l'exemple. On va pas se fracasser la tête. Là, je vois que j'ai fait de la merde. Là, j'ai fait de la merde. Ok. Donc, au revoir. On sort. Ensuite, notebook. Si quoi, bah, on va faire notre request. On l'a appelé là. On a besoin. Il faut faire des requêtes. Ok, en HTTP. On a quoi comme argument? Pardon.
On lui fait un get, hein, on va récupérer les informations de quoi? Bah, de name. Viens, je dois le mettre au-dessus. Ok. Ensuite, bah, tu me prends quoi? Personne. Parfait. Je veux quoi? J'ouvre. Bon. Et tu commences à me casser les pieds, mais t'es sérieux, toi? Ouais. Name, le nom. Ok. On referme. Et on lui dit quoi? Bah, tu request args.get, tu ouvres, name. Ok, parfait. Ensuite, il nous faut notre fameux template, parce que c'est lui qui est flingué, c'est lui qui va ouvrir la porte dérobée sur le système. On fait le triple, ok? C'est ça qui craint. C'est ça qui va rendre le code vulnérable, ok? Je vais lui dire coucou, coucou mon gars, ok? Pourcentage S 2 points, je referme, et je lui dis, bah, je termine mon H2, et là, 1, 2, 3, pas bon. Non, pas bon. Là, il n'y a pas de white space. Ensuite, on a notre et chercher le pourcentage personne, appel de la variable, hop, name, ce que prend en valeur. Ok, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il me faut un return. Moi, je veux que tu m'affiches le résultat. Je veux quoi? Je veux le render template avec quoi? Le string. Et le string, on va le définir. On veut quoi? On veut un template et on veut, eh ben, notre variable personne, vu que c'est elle qu'on a déclaré et qu'on veut utiliser. Ok, je suis en train d'utiliser les librairies que j'ai importées. Ok, je suis en train d'utiliser les variables que j'ai déclarées. Ensuite, il me faut une nouvelle def. Def, cette fois-ci, on va l'appeler getUser. Ok, comme dans l'exercice, encore une fois, je me rends pas la tête. Fname, ok. Euh, alors, on va lui dire quoi? With open, tu veux quoi? Bah, fname, je te le mets au-dessus. As f, hein, on va la déclarer en tant que f. Et tu me fais quoi? Bah, tu me lis f. Return f, read lines. Ok. Hmm, Donc là, bah, la faille qui nous permet d'abuser aussi, c'est le moteur de rendu de template qui s'appelle Jinja. Et je lui dis quoi? Bah, t'es dans mon environnement par, virtualisé, ok? Et bah, écoute, tiens, je te donne ça. Tu vas me faire un get user file, on va l'appeler comme ça. Et donc ça, c'est égal, pardon, à get user file. Je m'achète un clavier pour Noël, hein, je vous le dis, hein. Donc, pareil, book, if, si, eh ben, ok, coucou, coucou, est égal, ah, main, not main, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Deux points, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu lances l'application et tu fais un debug pro, ok? Pour savoir ce qui se passe. Donc là, je suis pas mal. Euh, Donc là, on devrait être pas mal. Après, correction de mon code un peu foireux.
Et global, c'est pareil. Ok. Ah, prends un tapé. Global, dyslexie. Ah, nom de Dieu. Donc, une fois qu'on a collé cette chiotte pour l'exemple, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va aller sur le val name. Ok, si vous voulez bien, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, bah écoute, ta vol, vas-y, 666 vol. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi t'effaces ça? Vol. Coucou, hacker.th. Donc, euh, donc là, on arrive sur le truc. Comment je peux abuser bah, de ça? Bah, tout simplement, on va lui faire une LFI encapsulée dans des doubles chevrons. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a clairement vol et on a quoi d'autre? Si on regarde notre code source, name, on a une variable qui est appelée là, qui s'appelle name. Personne, name, request target, name. Je peux la passer en paramètre, on est d'accord? Donc, comment je la passe? Bah, comme toujours, en fait, hein. Un point d'interrogation, name, égale quoi? C'est égal à personne. On est d'accord? À la base. Coucou, personne. Ah, ok, d'accord. Donc, coucou, Toto, le hacker. Coucou, Toto, le hacker. Alors, Toto, le hacker, comment il peut utiliser cette vulnérabilité, en fait, à un autre niveau pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Même faire des choses encore plus malicieuses. Ça serait quoi? Bah, de lire tout simplement ETC passe VD. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est une très bonne question. Non, plus sérieusement. Bah, on va modifier les paramètres. On va jouer sur les paramètres. Toto le hacker, on va lui dire, écoute, j'ouvre, double chevron. Je lui dis quoi? Pourcentage. Ok? On veut quoi? Notre variable personne. Ok? C'est ce qu'on a déclaré. Je veux quoi? Bah, je veux récupérer le mot de passe de personne. Ok? Encodage, pourcentage 20, pourcentage 20. Ok? Pour feinter. 1, 2, 4, 5, 6. Ah, mais c'est marrant ça. Pourquoi c'est marrant? On l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Qu'est-ce que j'ai créé moi dans mon code là? ls, cat, template, rendering. Ok? C'est quoi là-dedans? Je lui ai mis quoi? 1, 2, 4, 5, 6. Ok? Quand j'ai déclaré là, je lui ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça nous prouve bien que 1, 2, 4, 5, 6. Il arrive à lire le password de personne à cause de cette vulnérabilité. Maintenant, comment je peux abuser de ça? Je peux abuser de ça. Là, c'est bien, mais moi, je veux récupérer tous les mots de passe. Comment je peux faire ça? Eh ben, on va faire pareil, on va pas se prendre la tête. On va lui dire, écoute, casse-toi de là, navigateur de mail. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui dire, bah ouais, c'est cool. Get user, hein, file. Bah ouais, récupère get user file. Get user file. Ah bah ça tombe bien, je l'ai défini. Je l'ai défini cette fonction. Et qu'est-ce qu'elle fait? F underscore name read lines. Tu vas lire les lignes de ce que je t'indique. Ok, ok, ok. Donc, bah écoute, tu vas me lire le fichier. Parfait. Je vais dire quoi? User file. Je veux quoi? Bah je vais lui dire, bah etc. Double passe VD. Ok, on referme. Et qu'est-ce qu'on veut?
Eh ben, vu que ça marche. Internal error. Pas de chance. Get user underscore file. etc pass vd. Ok? Et je referme. Donc, là, tu me mets. Pareil, je suis un blanc. Ah putain, je suis un blanc. Excusez-moi. Coucou, coucou, coucou. Saltimbanque est dans la place. Vous voyez comment on a abusé de Flask, des applications dans Flask, vous en trouverez un paquet. Et bah, il va falloir utiliser le code source, l'analyser et voir si éventuellement il n'y a pas des failles que vous pourrez exploiter.